Bien, merci d'être venu aujourd'hui, en tout cas pour venir voir cette conférence qui me tient à cœur, sans mauvais jeu de mots, puisque je vais vous expliquer comment nous avons transformé les Restos du Cœur en cloud provider. Alors, qui a déjà vu au moins le replay une fois sur YouTube ou autre? Parce qu'il y en a eu, enfin, je l'ai donné pas mal de fois, mais alors ça tombe bien parce que le contenu est un peu différent, parce que le projet évolue tout au long, et donc j'essaie à chaque fois d'alimenter avec les nouveautés les slides, donc c'est pas du tout le même contenu, à quelque chose près. Je vais faire quand même quelques petits disclaimers. Le premier disclaimer, c'est que je suis désolé de vous l'apprendre, hein, mais on n'a pas transformé les Restos du Cœur en cloud provider. On reste toujours une association qui fait de la distribution alimentaire. Le deuxième disclaimer, ça va être un oui oui baguette. Désolé aussi pour le franglais que je risque de faire pendant toute cette conférence. Et puis le troisième disclaimer, on aime beaucoup les acronymes au Restos du Cœur. Donc si vous voyez RDC, c'est pour Resto du Cœur, hein, pas pour République démocratique du Congo ou rez-de-chaussée. Voilà, c'est dit. Je vais faire un petit 36-15 ma vie, même si je n'ai jamais connu le Minitel, puisque j'ai 27 ans depuis le mois dernier. Je suis senior network engineer chez Deezer en tant que salarié et pas en tant que bénévole. Et je suis auteur chez Linux Pratique et responsable au resto en tant que bénévole de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et puis vous pouvez me retrouver d'ailleurs avec ces deux pseudos, donc jibrio.fr sur Blue Sky et sur X, Johnny5, en référence à ce robot-là qui est le Wally raciste des années 80. Je peux pas mieux le vendre. Donc voilà. Et pour vous donner un peu contexte, donc au resto, on vient d'entrer dans la, enfin on est entré, on est plutôt même vers la fin en fait de la 40e campagne. Donc ça fait 39 ans. Et justement, il y a 39 ans. Ah, mince le. Alors ce que vous venez d'entendre, c'est Coluche, hein, bien évidemment, je pense que tout le monde l'a reconnu, en 85 sur Europe 1, qui a lancé cette fameuse petite idée, hein, ce qui a donné naissance au Resto du Cœur. Donc, Resto du Cœur, hein, on est une association qui a pour but de disparaître. 40 ans plus tard, on est toujours là. Et c'est malheureusement, enfin, on est censé diminuer en termes de taille et c'est l'effet totalement inverse qui se passe. Et justement, pour parler des restos, le mieux, en fait, c'est de vous parler de quelques chiffres pour que vous puissiez comprendre toute la logique avant d'avoir construit un cloud d'ailleurs. Au resto, c'est quand même 163 millions de repas qu'on a distribués sur la période 2023-2024. 163 millions, c'est énorme. On a 112 associations départementales et une association nationale, donc ça veut dire 113 entités juridiques totalement différentes. On va avoir 2348 lieux d'accueil, donc ça c'est ce que je pense que la grande majorité d'entre vous connaissent, hein, c'est les centres de distribution, c'est là où on donne la nourriture, c'est aussi les maraudes, ce genre de choses. On va avoir un peu plus de 78 000 bénévoles réguliers. On peut même monter à plus de 100 000 lorsqu'on a notamment les périodes de collecte nationale, donc avec ce que nous on appelle des bénévoles d'un jour, et dont un peu plus de 35 000 personnes qui utilisent l'informatique au quotidien. Et au resto, c'est un peu plus c'est un peu plus de 40 applications fonctionnelles qui sont utilisées par les équipes sur le terrain pour pouvoir faire fonctionner l'association. Parce qu'il y a longtemps qu'on a arrêté le papier et le crayon, même si on en a toujours un peu. Alors les restos, c'est pas que de la distribution alimentaire, hein, puisqu'on va avoir, si vous prenez le nom, les restaurants du cœur, les relais du cœur, c'était lié à un fait que tout au démarrage, on n'était pas capable de fournir de la nourriture sur toute l'année. Et donc on s'est dit, on va créer des jardins où justement sur la période où les entreprises nous donnaient plus de nourriture, de denrées alimentaires, et sur cette période-là, on va profiter de l'été et des légumes qui poussent notamment. Et donc c'est comme ça que sont arrivés les relais du cœur, donc les fameux jardins de proximité. On va avoir donc l'aide alimentaire, c'est assez classique. On va avoir le départ en vacances, l'inclusion numérique qui est hyper, qui se développe de plus en plus chez nous et donc qui nécessite aussi beaucoup d'infrastructures d'une certaine manière et plein d'autres actions. Alors, le fonctionnement global des restos, hein, pour le schématiser, c'est une pyramide. C'est-à-dire que vous avez tout en haut l'association nationale, les délégations régionales, les centres de les associations départementales, donc les fameuses 112 associations départementales, les centres de distribution, les maraudes, etc. Donc ça, c'est tout en bas de l'échelle. Et donc moi, quand je suis arrivé au resto, je suis arrivé à l'association départementale du 28, donc d'Eure-et-Loir.
Et alors vous allez me demander, mais qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre les restos? Alors bon, c'était très personnel, mais j'ai eu de la famille qui a eu été, on va dire, bénéficiaire des restos, donc c'était pour moi, j'estimais avoir pas mal de chance dans la vie, donc je me suis dit, bah, je vais contribuer au resto en me disant, bah voilà, comment je peux aider. Alors j'ai commencé à faire de la distribution alimentaire, alors plus exactement de la maraude. Je ne sais pas, qui a déjà fait une maraude ou de l'aide aux gens de la rue? Ce qui n'est pas tout à fait la même chose d'ailleurs. Ok. Vous le faites encore? Non. C'est quelque chose de très compliqué, notamment en période hivernale, quand vous venez de donner à manger des plats chauds à des personnes qui dorment dehors et que vous rentrez bien au chaud alors qu'il fait -10 dehors. C'est très très compliqué, moralement parlant, on va dire. Et donc, j'ai pas tenu très longtemps, on va dire, à faire de la maraude. Et donc, je me suis dit, bah, je vais voir éventuellement s'il n'y a pas des choses où je peux être utile ailleurs que sur la distribution alimentaire. Et donc, tout de suite, le président de l'association départementale du 28 m'a dit, bah, si tu veux, Julien, tu es informaticien, est-ce que tu veux pas venir nous aider sur l'informatique? Je fais, bah, écoute, pourquoi pas, mais je vais regarder un peu ce qui a été fait jusque-là, parce qu'il n'y avait plus d'informaticiens. Et donc, le premier constat au resto, il était un peu casse-gueule, hein, on ne va pas se le cacher. Le premier, c'était que bah, forcément, bah, comme il n'y avait plus personne, j'étais tout seul. Donc, il a fallu reprendre ce que moi j'appelle en fait l'historique. Et devoir faire avec l'historique, s'il y en a qui ont déjà fait, qui ont déjà été dans une association, bah c'est ça. C'est le fameux PC qui traîne dans un coin, qui sert de serveur pour toute l'association. Donc là, notamment pour le 28, c'est un peu plus de 500 utilisateurs, hein, donc c'est pas quelque chose de négligeable. 500 personnes qui attaquaient, qui balançaient leurs fichiers là-dessus. Le gros problème, c'est que, bah, honnêtement, il y a quelques questions à se poser, hein. Sur le fameux PC qui traîne dans un coin. Est-ce qu'il y a des sauvegardes de ce truc-là? Spoiler alerte, non. Est-ce qu'il y a de la redondance de ce truc-là? Bah, je pense que vous l'avez vu, hein, à part le fait il y a un gros bloc d'onduleurs juste à côté, il n'y avait pas de redondance. Et il y a quoi qui tourne là-dessus? Parce que alors ça, c'était aussi le gros problème, c'est l'informaticien, il est parti, mais il est parti aussi avec le savoir. C'est-à-dire que la seule documentation qu'il y avait, elle était sur le serveur. Donc pour y accéder, ça a été un petit peu compliqué. Et ça, bah, imaginez que c'est presque x 112. Donc 112, encore une fois, entité, je dirais, totalement différente. Donc, et bah oui, c'est presque ça, x 112. Et donc, bah, je me suis dit, bah, ça tombe bien, moi, mon métier, c'est globalement de l'infrastructure. Et donc, je me suis dit, bah, je vais monter une petite infra. Et donc ça, c'est la toute première. Donc c'est ce que j'ai appelé le DCOVC. Parce que si on regarde bien, on a un chiotte derrière et un mitigeur qui pendouille. Ouais, c'est de l'associatif, hein. Tout ça avec du matériel de récup, et on peut quand même noter la climatisation qui a été positionnée de manière totalement stratégique, pile devant les serveurs, histoire de les refroidir. Mais si on regarde plus en détail, on voit bien que le réseau était redondé, qu'il y a plusieurs serveurs, et ça a permis notamment de déployer un peu plus d'une trentaine d'applications que l'association nationale n'était pas capable de déployer jusque-là. Et alors, vous allez me dire... Si, ça y est. Éventuellement, alors il y a d'autres associations qui se sont dit, bah, nous, on ne va pas héberger nous-mêmes, on va se partir plutôt sur du cloud. Alors le cloud, en l'occurrence, c'était du cloud à 3 lettres, hein, AWS et OVH pour les citer. Sauf que bah, ça, c'est un gros problème, c'est que ça coûte un pognon monstre. Euh, Parce que le principe du cloud, c'est le pay as you go. Globalement, c'est vous payez au fur et à mesure, en fonction de ce que vous consommez. Donc, globalement, dans une association, hein, on va chercher à consommer le moins possible pour payer le moins possible, sur du cloud classique. Et donc, la région Centre-Val de Loire a entendu parler de ce que j'ai fait pour la région, pour le département du 28, et s'est dit, mais Julien, tu voudrais pas venir nous le faire aussi pour toute la région? Donc là, on est passé quand même de 500 utilisateurs à 5000. Enfin, c'est plus du tout la même taille d'infrastructure. Donc je fais, bon, bah, ok, pas de souci. Donc je suis allé à Lille, chercher des serveurs, des baies, enfin bref, de quoi faire une petite infrastructure un peu plus grosse quand même et de pouvoir accueillir tous ces besoins. Et donc là, par contre, souci de riche, hein, on a un serveur qui permet de poser le PC portable. Ouais, on n'a plus les mêmes problèmes maintenant. Et tout ça, ça a été rendu possible notamment parce que bah, vous l'avez peut-être déjà vu, mais ça m'arrive assez régulièrement pour les restos de faire des appels aux dons, notamment bah, sur ex-Twitter, mais également aussi sur Blue Sky ou sur LinkedIn. Et donc, il y a eu le moment, ce que moi j'appelle le moment de la délivrance, c'est quand bah, mon employeur, Deezer, a décidé de bouger une partie de son data center et donc aussi également de se séparer d'un lot de serveurs qui était, on va dire, un peu vieux pour Deezer, mais qui fonctionne encore très très bien. Et donc, bah, on est venu avec nos camionnettes. Bon, je vous rassure, hein, on a sanglé le matériel parce que là, sinon, il y a de la casse assurée.
Donc on est venu chercher le matériel, donc on a fait quand même 3 tours avec 3 tonnes et demie à peu près de matériel à chaque fois, donc ça commence à représenter, mon dos s'en souvient encore. Et puis vous allez me dire, enfin ok Julien, mais pourquoi vous avez récupéré autant de barres métal et qu'est-ce que vous en avez fait? Enfin, où est-ce que ça a été installé? Déjà pour commencer, où est-ce que c'est installé ce bar métal? Vous l'aurez compris, moi je réside notamment pas loin de Chartres, et donc ça a été installé à Chartres, dans un endroit où il n'y a pas grand-chose à part une cathédrale et des champs à perte de vue, et si le premier data center des Restos du Cœur, dans un endroit où historiquement en fait on y stocke de la nourriture. Donc ça d'ailleurs, si vous avez déjà donné des choses pendant les collectes nationales, ça finit dans ce genre d'entrepôt. Ça c'est l'entrepôt du 28, enfin une toute petite partie de l'entrepôt, où là les cartons qu'il y a là en fait c'est les cartons de collecte qui venaient d'être triés. Et donc c'est dans cet endroit où on stocke de la nourriture et les données des Restos du Cœur. Et donc, avec notamment mon petit frère qui pose fièrement sur la photo, on s'est dit, vas-y, on va commencer à construire une vraie infrastructure, cette fois-ci beaucoup plus grosse, dans l'idée de pouvoir fournir le service à d'autres. Et donc, on a vraiment commencé à construire. Je vais laisser un peu le gif parce que j'aime beaucoup celui-là. Voilà. Et donc, on a commencé à construire donc, le premier point de présence, donc voilà, avec, on voit pas très bien, mais avec 3B, donc pour ceux à qui ça parle, 3B 52U, donc c'est beaucoup plus grand que moi, hein, avec un peu plus de 80 serveurs qui tournent pour pouvoir faire fonctionner les différents services. Alors vous allez me dire, mais pourquoi ce projet? Enfin, pourquoi avoir absolument voulu monter une plateforme de cloud, surtout au Resto du Cœur? C'est pas du tout l'endroit où on se dirait qu'il y a une plateforme de cloud, ou qu'il y a un besoin de plateforme de cloud. Et faut imaginer que l'AN, enfin plus exactement l'association nationale, je vous ai dit qu'on aimait vraiment beaucoup les acronymes au Resto du Cœur. L'association nationale, donc si je reprends la petite pyramide, qui d'ailleurs maintenant ressemble plus à un sapin qu'une pyramide, je suis arrivé tout en haut de la pyramide, yes, génial. Mes collègues de l'association nationale m'ont dit, mais Julien, c'est bien ce que tu as fait pour la région, est-ce que tu veux pas nous le faire pour toute la France? Ça tombait bien parce que moi j'avais déjà un peu anticipé le truc. Je lui ai dit, écoute, on a un peu plus de 170 machines en stock, je pense qu'on peut faire quelque chose. Notamment parce que l'association nationale n'avait absolument aucune idée de ce qui tournait dans les 112 associations départementales. Vous imaginez le merdier? 112 associations départementales où on ne sait pas ce qui tourne là-bas. Alors, des fois, de temps en temps, il y avait des remontées de sécurité qui étaient faites à l'association nationale. On leur demandait de patcher, alors, typiquement un PHP 5 qui est encore en écoute sur le web. C'est un peu comme foutre un bout de scotch sur une faille béante. Ça, c'est pas très efficace, on ne va pas se le cacher. Et puis l'autre point, c'est que s'il fallait héberger toutes les associations dans un seul point unique, notamment Amazon ou autre, c'est que ça coûterait un pognon monstre. Et il y a un truc qui est hyper important à noter, en tout cas c'est comme ça qu'on calcule au resto, c'est qu'un euro dépensé, c'est un repas qui n'est pas distribué. Donc là j'ai un peu plombé l'ambiance, je suis désolé. Quand on calcule comme ça, je peux vous assurer qu'on cherche toujours des solutions un peu différentes. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à ce qu'on crée notre propre plateforme de cloud. Alors, pourquoi et quels ont été nos objectifs justement sur la création de cette plateforme? Alors le premier, c'est qu'on voulait une infrastructure qui était ouverte et accessible. On aurait pu très bien installer du bare metal, faire mettre des hyperviseurs et les gens déploient leur truc, ou faire du cube. Bon, sauf que le cube, autant vous dire que dans une association, on avait un PC qui traîne dans un coin, on n'était pas encore à ce genre de sujet. Donc on s'était dit, on va fournir une plateforme qui est ouverte, où les gens peuvent déployer leurs services directement comme ils le feraient chez OVH, chez AWS, etc. On cherchait aussi à fournir une infrastructure fiable et de confiance. L'idée, c'est de stocker les informations de tout le monde. Donc, il faut qu'on puisse être quand même, que les gens aient confiance en nous pour pouvoir y arriver. Que ça ne coûte presque rien. Alors, je dis presque parce que forcément, il y a quelques coûts qui sont difficilement absorbables, même si maintenant, on arrive à 99,9% de fonctionnement sans choses qu'on achète. Mais globalement, l'idée, c'était que ça ne coûte presque rien. Être totalement indépendant, c'est-à-dire au maximum, notamment sur l'hébergement de la donnée, mais également aussi d'un point de vue technologique. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup misé sur l'open source et le logiciel libre. Et l'idée aussi de fournir, de créer une petite équipe avec plein d'experts et que cette expertise, on la partage pour toute la France. Donc c'est-à-dire que par exemple, l'association départementale a des besoins d'expertise sur un sujet, par exemple le Wi-Fi qu'ils doivent changer dans leur bâtiment, dans leur entrepôt, en fait on a des experts aussi qui sont capables de les aider là-dessus.
Là où avant, ils avaient plutôt tendance à passer par des sociétés externes, et c'était 10 000 repas, par exemple, qui partaient à la poubelle. Donc c'est là, en fait, l'informatique, dans une association comme les Restos, a tout de suite un impact considérable. Alors pour construire, parce que je vous ai quand même dit comment nous avons transformé les Restos du Cœur en cloud provider. Donc maintenant, je vais vous parler un petit peu de technique. Et donc pour commencer, la base d'un cloud, quand on cherche à en faire un, ça va être du réseau. Et le réseau, bah nous, on a ce qu'on appelle le réseau d'OOB. Alors le réseau d'OB, le réseau OOB, c'est pas la même chose. Donc c'est notre réseau qui permet de prendre la main à distance en cas de perte, si on perd le lien principal, on peut quand même toujours se connecter pour voir si les machines vont bien. On a un réseau pour le management et le provisioning des machines automatiques. On a des problèmes de riches parce que maintenant on est passé de 10 à 100 gigs pour la production en interne. Merci les dons de ce qu'on a pu récupérer. On est passé d'une architecture classique L2 à une architecture en leaf spine et super spine. Pour pouvoir faire un cloud et que ça fonctionne, en tout cas ce que nous on a appris comme chose, c'est qu'il faut quand même quelques règles pour que ça puisse fonctionner. Et notamment la première, c'est de se dire, bah, quand même globalement l'idée de ce projet, c'est de pouvoir combattre d'une certaine manière le Shadow IT. Et pour pouvoir combattre le Shadow IT, bah, il faut notamment faire de l'infra as code. Et donc, alors vous allez me dire le YAC. Alors nous, au Resto, on en faisait déjà quand même pas mal, hein, puisqu'on est passé de l'infra as the console à l'infra as code. C'est mes collègues qui m'ont donné cette punchline. Effectivement, en fait, c'était un peu la pratique qui est faite jusque-là. Hein, c'est que les compétences techniques n'étant pas forcément orientées vers du développement, bah, ils faisaient tout avec la console. Et nous, c'est aussi ce qu'on a permis d'apporter. Et donc, ça nous a permis notamment de limiter le Shadow IT, d'accélérer les déploiements. Donc, là où avant, ça leur prenait une journée, voire si ce n'est pas des fois une semaine pour déployer une VM, nous, au bout de 5 minutes, elle est disponible. Ça nous permet de rollback très facilement en cas de problème. Et puis en plus de ça, on applique aussi toutes nos politiques de sécurité directement dans nos pipelines de CI/CD, de déploiement de configuration d'infrastructure. Et ça, d'ailleurs, j'en ai un petit peu parlé, notamment à Devox, sur un outil qu'on utilise qui s'appelle Pulumi. Et je l'ai présenté aussi d'ailleurs l'année dernière ici. Donc, il nous sert pour abstraire en fait l'infrastructure et la gérer as code. Donc, c'est un remplaçant de Terraform. Un autre produit qu'on utilise beaucoup qui s'appelle OctoDNS qui nous permet de gérer as code le DNS mais de manière totalement agnostique au provider. Donc que vous soyez sur du Gandhi, sur du Route 53, sur tout ce que vous voulez, la manière d'écrire les records DNS est exactement la même et vous pouvez migrer d'un provider en moins de 2 secondes sans aucun problème grâce à ce produit. Et c'est open source. La deuxième règle, et celui-là je l'aime beaucoup aussi, ce GIF, la sécurité elle est au cœur du projet. La première chose, c'est qu'on n'a pas de connexion en direct sur les machines. On a tout de suite interdit le fait de pouvoir se connecter en direct sur les machines. Si on veut pouvoir se connecter, c'est vraiment en dernier recours, eh bien, on le fait notamment via un bastion qui s'appelle Teleport, donc un bastion open source. Et pour la partie déploiement de configuration, par contre, ça, c'est les runners en fait, GitLab notamment qui déploient la configuration Ansible. Pour la partie sécurité, on a un CMXDR qui s'appelle Wazoo, qui nous permet notamment de vérifier que le benchmark CIS, donc c'est un benchmark de sécurité, que les bonnes pratiques sont bien appliquées sur toutes nos machines. Et donc Wazoo nous permet de remonter ça. On a également en fait, des alertes en cas de CVE sur notre Slack directement. La troisième règle, c'est qu'on essaie de faire un maximum de l'infrastructure immuable. Et pour ça, pour y arriver, on utilise 2 produits, donc MAS, Metal as a Service de Canonical, pour pouvoir gérer en fait, son bar métal comme si c'était une propre VM. Et le deuxième produit, c'est Packer, donc un produit de chez HashiCorp qui est très connu. Mais tout n'est pas forcément immuable. Et donc pour ça, on a toujours MAS. MAS nous permet de déployer notamment des images Debian sur nos serveurs. Et via Cloud Init d'installer un agent en fait d'un produit qui s'appelle Rudder, donc un logiciel de gestion de configuration open source, qui nous permet en fait de maintenir une base commune sur tous les serveurs qui ne sont pas immuables. Je pense notamment aux nœuds de stockage sur le cloud. Ces nœuds-là, en fait, ils ne sont pas immuables, hein, et l'OS reste en permanence parce qu'on ne peut pas les jeter comme ça à la poubelle. Et donc, du coup, c'est Rudder en fait, qui nous permet de maintenir une base commune et surtout aussi de pouvoir faire des campagnes de patch management. Donc on va avoir par exemple tous les nœuds OpenStack RabbitMQ qui vont être mis à jour comme ça, avec Rudder, enfin ce genre de choses. La quatrième règle, ça va être le déploiement de configuration. Donc, le déploiement de configuration, j'en ai un petit peu parlé rapidement, mais on utilise principalement donc Ansible et GitLab pour stocker ces informations-là. Et
tous les dépôts, notamment de configuration, enfin toutes les configurations de Siebel sont appliquées par la CI/CD. Donc c'est une règle qu'on s'est appliquée, hein, c'est qu'on ne peut rien déployer autrement que par de la CI. Ça nous permet comme ça en fait de pouvoir redéployer très facilement s'il y a besoin. Et la cinquième règle, c'est la dernière, c'est le partage. Alors on a plusieurs formats, on a ce que nous on appelle les share sessions. L'idée c'est un format entre 15 et 30 minutes maximum, où l'idée c'est de partager sur un sujet technique précis des informations, donc l'historique du projet, comment ça marche, qu'est-ce que je fais quand ça sonne, et à la toute fin on réfléchit rapidement ensemble de ce que je viens de voir, comment je peux améliorer ce truc-là tout de suite. Donc ça c'est un truc qu'on fait en permanence, on essaie de se faire une ou deux sessions par semaine. L'autre truc aussi, c'est que les choses soient en production, validées en production, tout doit être documenté. Parce qu'on n'est pas éternel au resto, et l'idée, c'est que vraiment tout le monde puisse reprendre derrière le sujet, donc tout doit être documenté. Donc, ce qui fait que, par exemple, pour les alertes, on a ce qu'on appelle, nous, les runbooks. Donc, dès qu'on a une alerte, on a le runbook qui est associé pour savoir quoi faire en cas de problème. Et puis, il ne faut pas oublier que ça reste une construction commune pour tous les restos. Alors maintenant, je vous propose de parler quand même de cloud, parce qu'on est quand même venu là pour ça, hein. C'est bien les règles, mais on va parler de cloud, et notamment ce qu'on utilise en under cloud, donc sous le capot du cloud, on retrouve Kubernetes. Donc qui fait du kube ici? Ah, génial. Donc bon, ça n'aura échappé à personne, mais Kube, c'est génial, en tout cas pour nous, pour déployer les éléments de ce que nous on appelle l'undercloud ou l'underlay. Puisque c'est essentiellement des microservices, et il n'y a pas mieux que Kube pour gérer des microservices, en tout cas maintenant. On fait donc toute la gestion as code avec Helm, et en tant que bénévole, il y a un truc qu'on aime beaucoup quand même, c'est des outils qui sont dits astreinte friendly. Et bien justement, Kube nous permet d'être astreinte friendly, hein. On peut perdre un worker, c'est pas très grave. Et ça, historiquement, on le déployait avec KubeSpray, on a toujours du Velero pour sauvegarder, et on a Argo également pour faire du GitOps. Et ça nous permet en fait d'avoir une approche blue-green en fait, sur le déploiement des microservices qui font tourner le cloud. Alors c'est bizarre de parler de blue-green, surtout quand les Power Rangers sont en noir et blanc, alors que normalement ils sont censés être bleu et vert, mais voilà. Hop, je suis allé un peu vite. Et donc le véritable undercloud, donc le vrai moteur, ce qui fait tourner le cloud du cloud du cœur, c'est OpenStack. Alors, qui a fait de l'OpenStack ici? Qui aime OpenStack? Il n'y a plus personne. Alors vous allez me dire, mais quoi, OpenStack en 2025? Bon, faut savoir qu'au resto, on fait un truc qu'on appelle, nous, le context driven development. On n'allait pas réinventer la roue. On s'est dit, on a regardé un petit peu les différentes solutions sur le marché et voir laquelle matchait le mieux par rapport à notre besoin. Je peux vous assurer que OpenStack, ça n'a pas été un choix facile parce que c'est clairement pas facile à gérer au quotidien, mais quand on fait du context driven development, comme on aime bien l'appeler, eh bien c'est comme ça qu'on en est arrivé à cette conclusion, de partir là-dessus. Et donc pour y arriver, on a utilisé un algo qui s'appelle l'algo de Feynman, qui est très con, qui consiste à écrire le problème, réfléchir, écrire la solution. Ouais, c'est très très con, mais c'est hyper efficace en fait. Quand vous voulez prendre des décisions pragmatiques par rapport à un besoin, faites juste ça, vous verrez que en fait, finalement, vous n'allez pas partir vers des trucs qui sont hype. Là, vous allez partir sur des technos qui répondent à votre besoin. Et donc, si vous êtes intéressé, je vous ai mis un article notamment qui en parle pas mal. Alors, on aurait pu se dire, le contexte en soi, on aurait pu partir sur du VMware avec toute leur partie cloud privée. Bon, non, VMware, hein, merci Coluche. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, enfin j'imagine que vous avez suivi l'actualité autour de VMware, mais non, c'était pas possible. On aurait pu se dire aussi, bah tiens, on pourrait partir sur Proxmox. Alors nous, on l'appelle plutôt Proxmox. Alors on l'utilise nous dans l'Underlay. On fait tourner le cluster Cube notamment, qui fait tourner le control plane d'OpenStack, tourne en fait ces DVM dans Proxmox. Mais honnêtement, non, on n'aurait pas pu faire un cloud avec Proxmox, c'est pas vraiment fait pour ça. Et donc, la première chose, on a commencé à déployer OpenStack. Alors, surtout, ne faites pas ça chez vous, hein. Déployer OpenStack from scratch, c'est pas un truc à faire, notamment parce que c'est du Python OpenStack. Donc, dès que vous faites des montées de version, il y a la moitié des trucs qui pètent, donc c'est pas forcément une bonne idée. Et puis, ça ne scale pas facilement ce genre de méthode. Et donc, c'est comme ça en fait qu'on en est arrivé à se dire, pour l'Underlay, on va plutôt utiliser OpenStack et Kubernetes. Donc, il faut comprendre qu'OpenStack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste un ensemble de microservices
qui se connectent à des bouts d'infrastructure et qui exposent des API. C'est comme ça que fonctionnent tous les cloud providers. Et le gros, en fait, comment dire, ce qui est commun à tout le monde, c'est Keystone, c'est la gestion des identités entre les ressources que vous allez créer et puis ce à quoi vous allez pouvoir accéder. Et donc, nous, la première vraie version en fait, du Cloud du Cœur, c'était celle-ci. Donc, dans Proxmox, on avait tous nos besoins, on va dire, liés à OpenStack. On a aussi du coup le control plane OpenStack qui tourne maintenant dans Proxmox, et on a des nœuds physiques qui sont dédiés au réseau, des autres pour le compute avec Ceph, puisqu'on embarque le stockage sur le compute pour des gains de place. Et on a également ce que nous on appelle des computes d'overflow, donc c'est-à-dire j'y reviendrai un petit peu plus tard, mais on les allume en fonction de la demande. Et il y a un point quand même, j'en ai pas mal parlé, mais c'est l'overlay et l'underlay. Il faut bien comprendre que globalement, l'overlay et l'underlay, c'est ce que les gens voient versus ce que nous voyons. Autrement dit, c'est plutôt ce que les gens utilisent versus ce que nous maintenons. Donc nous, on maintient l'underlay, eux, ils consomment sur ce qu'on appelle l'overlay côté cloud. Et donc l'OpenStack, OpenStack, ça nous permet, en tout cas aux antennes départementales, d'être totalement autonomes sur la création des différentes ressources dont ils ont besoin. Encore une fois, dans un but de partage commun. Notamment si une association départementale se dit tiens, cet outil ça pourrait servir à toute la France, du coup il y a une petite équipe qui va se créer et qui va permettre comme ça de déployer cette application. Et pareil pour l'association nationale qui elle historiquement utilisait plutôt AWS et donc maintenant passe là-dessus. Et donc c'est comme ça qu'est arrivé le Cloud du Cœur. Donc le Cloud du Cœur, donc on a plein de jolis logos. Donc on commence à développer donc une présence nationale puisque on a la région de Chartres qui est opérationnelle, on est en train de créer la région Paris et Marseille. Et alors pourquoi, vous allez me dire, pourquoi on crée toutes ces régions? Donc alors dans les régions, quand je parle de régions, en fait c'est 3 B dans 3 data centers différents, c'est pas non plus un truc monstrueux, mais ça nous permet quand on déploie des services, de le déployer en fait dans des zones complètement différentes et étanches. Et alors pourquoi on a besoin justement de pouvoir faire ça en fait de manière nationale? Parce qu'en fait des sites de distribution et des sites qui ont accès à l'informatique, ça c'est juste la région Centre-Val de Loire. Enfin, vous voyez le nombre de sites qu'il y a. Et la région Centre-Val de Loire, c'est une petite région. Vous avez des régions où c'est monstrueux. Enfin, j'ai pas mis celle de Marseille parce qu'en fait, côté Marseille, on ne verrait pas du tout. On serait plutôt comme celui qui est. Non, je vais pas avoir la souris. Juste ici, en fait, on va avoir plein de centres hyper concentrés. Donc l'idée, c'est vraiment d'être au plus proche de l'utilisateur. C'est pour ça en fait qu'on a créé ces 3 régions. C'est pour être au plus proche des utilisateurs. Et donc, là-dessus, on va fournir tout un ensemble de services, de choses en tant que service. Là, par exemple, c'est le DNS. Donc, d'un point de vue technique, en dessous, ce que nous, on gère, ça va être Power DNS Unbound. D'un point de vue utilisateur, ils vont consommer l'API de Zesinate. Côté gestion des secrets, c'est Barbican qui s'en occupe. Côté storage, on utilisait, alors on commence à le déprécier, mais on utilisait Swift pour la partie S3 sur le Cloud du Cœur. Maintenant, on utilise directement la Rados Gateway de Ceph. Mais on fournit aussi du block et de l'object storage directement dans la plateforme du Cloud du Cœur. Pardon, je vais y arriver. On fournit aussi des DB as a service. Donc on utilise microservice Trove qui expose des API pour pouvoir consommer du Maria, du Postgre, du Mongo, tout ce que vous voulez. C'est justement pilotable de ce côté-là. Et donc, on a un nom de domaine qui est dédié à tous ces services, qui est au cœur du point cloud, puisque si on regarde bien, ça fait ACDC. On l'a pris exprès juste pour la blague. Et donc, ça nous permet comme ça d'avoir en point d'entrée unique pour toutes les régions une console. Donc, elle est accessible. Alors, vous n'y aurez pas accès parce que les IP ne sont pas autorisés, mais notamment la documentation est accessible. Donc, on a une console qui est ouverte et puis les différents services sont exposés de la manière suivante. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça c'est la page de login, c'est pas hyper intéressant, mais ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a juste à sélectionner la région et ensuite après vous êtes connecté sur la région, vous pouvez déployer ce que vous voulez. Et donc la documentation, elle est accessible si vous voulez y faire un tour. D'ailleurs, on détaille beaucoup plus de choses sur cette documentation, de comment ça fonctionne. Et notamment, si on en revient un petit peu à la partie technique, on a un truc qu'on utilise beaucoup, parce qu'on n'a pas trop le choix, en fait, c'est lié encore une fois à notre contexte. Je parlais de Context Driven Development. L'hyperconvergence en fait partie. C'est un truc qui est un peu hype, parce qu'il y en a beaucoup qui commencent à partir là-dessus. Nous, ça a été plus une question de contrainte. C'est qu'une baie dans un data center, vous ne pouvez pas mettre 150 machines, c'est limité à une trentaine grand maximum. Et donc, nous, il faut qu'on fasse cohabiter le réseau, le stockage et le compute dans une seule baie. Vous imaginez les contraintes.
Et donc, historiquement, ce qu'on faisait, c'est qu'on séparait justement les hyperviseurs du stockage. Et donc, l'hyperconvergé, l'idée, c'est de merger le stockage, le compute et le réseau directement sur les mêmes nœuds. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à ce type de baie, hein. Ça, c'est une baie type qu'on a sur le cloud du cœur. Donc, on a des nœuds de compute avec en façade tous les disques qui vont permettre d'avoir du stockage performant. Et donc, d'ailleurs, cette slide n'est plus trop à jour, hein, puisque on atteint presque, si on cumule tout le bar métal qui n'est pas encore allumé, on est presque à 14 000 vCPU. Donc, c'est juste monstrueux ce qu'on a en stock. Et donc, voilà, on est en train d'installer toutes ces machines. Alors, vous allez me dire, mais c'est bien, mais par contre, ça doit consommer énormément en fait, de les laisser tourner en permanence. Et autant vous dire qu'on n'a pas besoin que toutes les machines soient en permanence allumées. Et notamment parce que historiquement, les serveurs étaient dans les entrepôts des restos. Donc c'était un contrat à la consommation, comme ce que vous avez chez vous. C'est-à-dire, plus je consomme, plus je paie. Et ça, c'est pas tenable en fait pour les restos. Et donc, j'ai donné une conférence sur un sujet, sur un truc qu'on appelle le bar metal forecasting, avec un outil que j'ai développé qui s'appelle Open Bar Metal. Et l'idée, c'est, avec Mass et Victoriametrics, de pouvoir... donc Victoriametrics, c'est notre outil d'observabilité, hein. C'est un équivalent de Prometheus, open source, que j'ai aussi d'ailleurs présenté ici l'année dernière. Il va en fait venir récupérer tout un ensemble de métriques. Si par exemple un pool de nœuds est arrivé à 80%, je pense par exemple au nœud de compute, eh bien, il vient automatiquement chercher en fait des nœuds disponibles, donc des serveurs physiques disponibles. Il va les provisionner, les allumer, les provisionner, les ajouter dans le pool. Une fois que la charge a disparu, il éteint le nœud, il déprovisionne et il pourra être réutilisé plus tard pour autre chose. Et donc c'est assez rigolo parce que quand les serveurs étaient encore dans les locaux des Restos du Cœur, j'avais pas mal de gens qui restaient comme ça les bras croisés devant la baie en se disant mais en fait c'est génial ton truc, on voit des LED qui s'allument puis qui s'éteignent 10 minutes plus tard. Enfin, j'exagère mais au moins 30 minutes plus tard, facile. Et donc voilà, ça nous permettait comme ça d'avoir jamais en fait du matériel qui reste allumé en permanence. Alors pour y arriver, il ne faut pas mettre de disque dans les machines, parce que c'est le seul truc qui casse. Mais ça nous permet de faire du bar métal automatisé, donc d'allumer des machines physiques automatiquement. Alors on fait ce qu'on appelle nous du cubeception, parce qu'on utilise un microservice qui s'appelle Magnum, qui nous permet en fait de... Alors ça c'est pour la blague, hein, que j'ai ajouté cette slide. On a Kubernetes qui fait tourner OpenStack et dont le microservice Magnum, qui est un microservice d'OpenStack, qui permet de rendre la possibilité de créer des clusters Kubernetes dans OpenStack. Vous imaginez le merdier? En fait, en réalité, c'est une VM, hein. Si on reprend le schéma de tout à l'heure, ça crée juste une VM sur les nœuds de compute, hein. C'est pas très très compliqué. Alors vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais il faut pouvoir fournir du service fiablement, rapidement. Et donc, comme je l'ai dit, hein, nos alertes, on a la documentation qui est associée à l'alerte et le lien vers le dashboard automatique. Et d'ailleurs, on a quelques règles là-dessus. Toute application déployée se doit d'être observée, se doit d'avoir les alertes configurées et se doit d'avoir donc en relation l'alerte avec la documentation. Si ce n'est pas le cas, ça dégage, ça n'a rien à faire en production. Et donc, pour arriver à faire un cloud, il faut d'ailleurs une source de vérité. Une source de vérité. Donc la première version, la source de vérité, c'est là où on va stocker toutes les informations justement pour pouvoir faire ce cloud ou cette infrastructure. La première version, ça a été du Excel en fait, hein, ni plus ni moins. La deuxième version, ça a été l'inventaire de Rudder, d'Ansible et d'OctoDNS. Autant vous dire qu'on avait trois informations, mais 3 fois pas la même. Donc c'était pas possible de continuer comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on s'est dit, on va prendre une CMDB, une Configuration Management Database. Et pour y arriver, on a pris ce qui se fait de mieux, on va dire, sur le marché par rapport à notre usage, à savoir Netbox, donc qui est un outil open source, puisqu'il a le gros avantage en fait de s'interconnecter avec tous les outils d'infrastructure qu'on utilise déjà. Donc le Netbox Agent, c'est un truc qu'on a développé pour mettre à jour les informations automatiquement. Il est disponible sur notre GitHub. Il peut se connecter à Victoriametrics, il peut se connecter à OctoDNS, donc on enregistre les enregistrements DNS dans Netbox et Octo les crée. On va pouvoir récupérer l'inventaire de Netbox depuis Ansible, donc il n'y a pas d'inventaire statique dans nos dépôts. Et Mass va venir récupérer les IP disponibles pour pouvoir provisionner le bar métal depuis Netbox, puisque c'est aussi un IPAM. Donc vous l'aurez compris, globalement au Resto, on aime beaucoup l'open source. Et d'ailleurs, si vous voulez plus de détails là-dessus, on a notre GitHub et on a aussi, j'explique les principes fondamentaux, on va dire, de ce projet et notamment pourquoi on utilise l'open source. Donc voilà un petit peu un panorama rapide de toutes les technologies. Alors il y en a encore plus maintenant, mais un rapide
panorama des différentes technologies qu'on utilise. Tout ça, en fait, dans un but d'indépendance technologique. On cherche, en fait, d'être totalement indépendant d'acteurs propriétaires, on va dire, sur le marché. C'est vraiment pour ça, en fait, qu'on a pris des solutions au maximum libres, quand c'est possible, open source, mais surtout quand c'est vraiment en dernier recours, on essaie surtout de partir sur des solutions libres. C'est d'ailleurs pour ça qu'OpenStack était une solution, un choix de référence. C'est que c'est une fondation qui maintient derrière le projet, et c'est un projet libre, pas open source. Et donc voilà. Alors vous allez me dire, mais c'est bien Julien, mais du coup, il y a quoi qui tourne là-dessus? Parce que c'est intéressant. Maintenant, on a compris un peu comment vous avez déployé, comment votre cloud fonctionne, mais qu'est-ce qui tourne là-dessus? Eh bien, pour mieux comprendre, on a par exemple Passbolt. Alors, au resto, on avait une trentaine d'applis nationales. À chaque fois, en fait, le problème, le SSO n'était pas forcément encore déployé, et donc on avait une application, un mot de passe. Et donc, il nous a fallu un gestionnaire de mots de passe, et ça, c'est 1,5 million de repas distribués en plus. Si on compare avec des solutions en fait, qu'on nous aurait passées par une entreprise ou autre, ou enfin bref, sur une solution non open source, c'est 1,5 million de repas distribués en plus. Il y a un autre sujet qui est très très lié en fait à notre métier, c'est les sondes de température dans les chambres froides. On a, ça c'est 6 millions de repas distribués en plus, hein, puisqu'on a développé, alors c'est un projet qui est né à l'antenne du 28, c'est une initiative que j'avais lancée, dans l'idée de la supervision des températures pour vérifier que la chaîne du froid n'est pas brisée, c'est entre 1 500 et 4 000 euros par chambre froide. Officiellement, on en a 384 qui sont référencés sur toute la France. Officiellement. Autant vous dire qu'on en a 2 fois plus, en tout cas au niveau des assurances. Et donc, c'était juste pas possible en fait, d'avoir ça, 1 500 balles dépensées par an, par chambre froide ou chambre négative, c'était pas possible. Et donc du coup, on s'est dit, on a la plateforme du Cloud du Cœur, donc on a possibilité de déployer les serveurs les services qui vont bien pour héberger ces données. Et donc ça nous permet d'être en plus dans les réglementations. Donc on a une rétention d'1 an de ces données-là, et elles sont distribuées. Pareil, j'ai donné plus de détails d'un point de vue technique via cette conférence. Donc si jamais vous êtes intéressé, je me fais de l'autopub. Un autre sujet qui, lui, est en lien avec l'inclusion numérique. Je parlais du fait qu'on reçoit des personnes dans les centres de distribution, et ils ont besoin d'accéder à Internet notamment, et sauf qu'on a des contraintes réglementaires. On est obligé de loguer toutes les connexions qui sont faites. Alors pas les connexions vers Internet, hein, c'est juste quand l'appareil s'est connecté pour des contraintes légales. Et donc on utilise toutes ces technologies open source, donc OpenWhisk, un contrôleur open source pour OpenWRT. OpenWRT qui est un firmware qu'on installe sur des bornes qu'on récupère, parce qu'on fait beaucoup d'éco-conception jusqu'aux bornes qu'on va installer dans les centres de distribution. C'est des bornes qui ont quelques années, qui ont été données par des entreprises, et nous on met un firmware en fait open source dessus pour pouvoir les utiliser encore 5, 10 ans en plus, et pas être bloqué avec des logiciels propriétaires. On utilisait QuickWit jusque-là pour justement stocker tous les logs, et puis Unbound pour ce qu'on appelle nous le DNS menteur. Donc en fait on était obligé de filtrer par exemple tout ce qui est site pornographique, ce genre de choses. Et bien en fait on a un filtrage qui a été fait côté DNS, notamment avec Unbound. On va avoir des trucs plus visuels, de l'affichage dynamique, ça n'a pas fait gagner beaucoup de repas en plus, mais bon, c'était un plus. On a développé ces choses-là, donc dans les entrepôts, voilà, on a ce genre d'affichage. On a un autre truc, lui, par contre, qui a un impact considérable. Alors, c'est même pas 15 000 postes, hein, c'est plus de 25 000. On a Linux du Cœur. Donc, Linux du Cœur, c'est une distribution Linux qui a été faite par les restos en réponse à Microsoft avec le coût de la puce TPM-V2, s'il y en a à qui ça parle. Le fait qu'on ne puisse pas installer Windows 11 sur les PC. Nous, on s'est dit, on va chercher à être libre au maximum et de pouvoir donner, encore une fois, une seconde vie à ce matériel. Et donc, on a développé notre propre distribution Linux. Donc, à base en fait, de Linux Mint derrière. Hein. Ce n'est pas un truc de fou furieux non plus, mais qui répond totalement à notre besoin, puis surtout qui est un clone de Windows. Donc, pour les utilisateurs, on a fait ce choix en fait, de cloner visuellement à quelque chose près l'environnement Windows qu'ils avaient, pour qu'ils ne soient pas du tout perdus. Et en fait, finalement, maintenant, on a presque 25 000 postes qui tournent là-dessus. Et donc, nous, côté Cloud du Cœur, on fournit toute la ferme pour pouvoir construire l'ISO en permanence, mais aussi mettre à disposition les packages, fournir à disposition RustDesk, enfin toutes ces choses-là, d'ailleurs j'en parle juste après, fournir en fait l'outillage qui va être utile pour maintenir ces postes, ces 25 000 postes qui sont dans la nature,
On va avoir Rusdes par exemple qui est en remplaçant de TeamViewer. Donc ça c'est 100 000 repas qu'on va économiser par an pour justement prendre la main à distance sur les postes. On va avoir un équivalent de GPO qu'on déploie aussi également sur ces postes. Tout ça avec des solutions libres et open source. On a un équivalent, enfin un remplaçant de WeTransfer qu'on a mis à disposition. Ça c'est pour des questions de sécurité. Ça ne fait pas économiser grand chose, mais j'ai perdu la vidéo. Est-ce que ça va revenir? Oui, ça y est, je le vois à l'écran. Je pense que c'est bon. Parfait. Et donc voilà, on a un remplaçant de WeTransfer. Si vous voulez vous amuser, on a QureCode. C'est un truc pour générer des QR codes avec le logo des Restos du Cœur. Et donc on a un peu plus d'une trentaine d'autres applications qui sont déployées, aussi beaucoup d'applications métiers qui étaient déjà là existantes. Alors j'ai mis 12 millions de repas distribués en plus, mais en réalité maintenant on est plutôt autour des 20 millions de repas distribués en plus grâce à ce projet et grâce aux différentes aides en fait, qu'on a obtenues tout au long. Et donc, pour terminer, on a quand même quelques chiffres. On a un peu plus de 1100 VM qui sont démarrés sur le Cloud du Cœur, tout site confondu. On a un peu plus de 500 pods. On est 11 personnes sur le projet et on recrute. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont intéressées, n'hésitez surtout pas. On a un peu plus d'une vingtaine d'entreprises partenaires. Et si jamais vous êtes intéressé pour aussi nous aider en tant qu'entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Normalement, je ne sais pas si ça a fonctionné. Voilà. Bon, je vais y arriver. Ça, c'était Ganesh 2. Pour ceux qui connaissent, c'est un humoriste j'ai jamais eu meilleure pub que ce truc-là. Hein. Il a pris mon tweet, il en a littéralement fait une parodie. Donc, merci encore à lui. Vous l'aurez compris, on a besoin de vous parce qu'on a tous une bonne raison de s'impliquer. Et d'ailleurs, si jamais vous voulez nous rejoindre, les mails sont juste en dessous. Je dis souvent voilà, donc voilà. Merci à toutes et à tous et merci à Riviera Dev pour m'avoir permis de vous présenter ce projet aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment. Merci. Est-ce que quelqu'un a une question? Oui? Alors, je vais répéter la question du coup, comme tu n'as pas le. Alors, la question, c'est à quel point j'ai récupéré des trucs de Deezer, si je comprends bien, sur le Cloud du Cœur. En l'occurrence, pas grand-chose, en fait, pour être honnête, parce qu'on a un fonctionnement totalement différent. Je dirais que c'est. Enfin, ouais, non, il y a pas grand. Enfin, il y a quelques principes, typiquement l'alerting, l'observabilité. Ça, c'est des choses qu'on faisait déjà globalement chez Deezer. Il y a beaucoup de choses en fait qui fonctionnait bien chez Deezer, effectivement, que j'ai répété au resto. Après, il y a quand même aussi beaucoup de choses qui sont totalement différentes. On n'a pas le même contexte. Deezer, on fournit du service, on fournit un service qui est Deezer. Au resto, on fournit des services. Donc, c'est vraiment totalement différent en termes d'approche. Voilà. Oui. Ouais. La question, c'est on bosse quand là-dessus? Alors, ouais, c'est principalement les soirs. Les week-ends, les vacances, les congés aussi. Enfin, les congés que je pose notamment pendant la semaine, par exemple pour venir vous voir aujourd'hui. Enfin, ce genre de choses, oui, effectivement, ça prend beaucoup de temps sur le temps perso. Il y avait d'autres questions? Oui. Alors, la timeline de tout ça, alors, c'était 4 ans tout seul. Donc les premiers serveurs qui ont été installés, j'ai eu mon petit frère qui est venu m'aider de temps en temps parce qu'il est aussi dans le métier. Enfin en alternance, il est venu m'aider très régulièrement, physiquement on va dire, pour hacker les machines. Par contre après, pendant 4 ans tout seul, du coup je me suis amusé à configurer tout ça. Et après le problème c'est que ça devenait très rapidement ASPOV, donc c'est pour ça que je me suis dit bah ça serait bien quand même d'étendre l'équipe. Et puis 4 ans à monter un cloud, c'est pas facile, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et donc maintenant, c'est comme ça qu'on est arrivé à 11 personnes depuis cette année. Là. On entame la 5e année. Donc on est passé à 11. Donc le plus dur maintenant, c'est de gérer des humains plutôt que gérer des machines. Parce que la machine, c'est facile. Hein, c'est oui ou non. L'humain, il y a le peut-être. donc voilà. Oui.
Alors, la question, c'est il y a combien d'applications custom pour les restos qui tournent sur le Cloud du Cœur, c'est ça? Euh, des applications custom, enfin, en tout cas dédiées au métier des restos, tu veux dire? Bah, il y a un peu plus d'une trentaine d'applications, puis c'est des grosses applications, hein, parce qu'il y a des ERP maison, enfin ce genre de choses. Globalement, on va retrouver tout ce qui va être stockage des informations liées aux bénéficiaires, toutes les denrées alimentaires qu'on distribue, on est obligé de tout tracer, notamment avec des contraintes réglementaires par rapport à l'Europe. On a ce qu'on appelle nous le produit, le FEAD, donc c'est le Fonds d'aide européen aux plus démunis. Tous ces produits-là, c'est un fonds qui est européen. On est obligé en fait de les tracer de l'entrepôt, enfin de quand ça perd leur entrepôt, jusqu'à la personne à qui on va le donner. Donc toutes ces informations-là, il faut pouvoir les stocker, il faut pouvoir les traiter. Et donc d'ailleurs, on a une équipe data derrière après qui traite aussi ces données. Et tout ça est hébergé effectivement sur le Cloud du Cœur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui? Alors, je ne l'ai pas présenté ici parce que j'ai redonné cette conférence en format 3 heures, ou par contre à Devox où j'ai pu détailler tout, et même encore, il y a plein de choses que je n'ai pas pu détailler avec mon collègue Stéphane, mais dans chaque région, on a 3 B dans 3 data centers différents, on a 3 réplicas dans 3 data centers différents. Donc tu déploies sur une région, ton service il va être sur une des AZ, enfin une des zones de disponibilité, mais le service, en fait, il est répliqué sur les 3 sites. Donc, si jamais éventuellement il y a un AZ qui coupe, bah, il va le basculer ailleurs. Un autre truc que je n'ai pas précisé, c'est qu'en parallèle de tout ça, les réseaux sont devenus opérateurs. On a notre propre réseau de backbone qu'on construit, justement, pour pouvoir être totalement autonome là-dessus. Parce que l'idée, c'est qu'on a la même contrainte que ce qu'on a dans les centres de distribution. On doit être capable à tout moment de bouger une baie de data center. Et justement, la perte de données, le fait de couper une baie, entre guillemets, on n'est pas censé avoir de perte de données. Donc c'est pour ça, en fait, on a les réplicas entre les différentes AZ, automatiquement. Et les régions, toutes les régions sont totalement indépendantes, sont étanches, en fait. C'est d'ailleurs pour ça que comment dire, le tableau, enfin la console, tu sélectionnes sur quelle région tu vas déployer. Tu vas pas déployer sur le cloud du cœur, tu déploies sur une région du cloud du cœur. Donc voilà. Oui. Ah, le futur, alors la question c'est quoi le futur du coup du cloud du cœur? On a bah, déjà c'est de continuer les déploiements. Là le plus gros du travail qu'on a eu c'était de standardiser tout ça pour pouvoir les installer, pour pouvoir derrière continuer en fait à faire grossir cette infrastructure. Nous notre objectif sur le très long terme et enfin c'est un de mes objectifs personnels, c'est de pouvoir ouvrir cette plateforme gratuitement aux autres associations, pas uniquement que les Restos du Cœur. Donc, enfin, toutes les associations passent par des hébergeurs type AWS ou autres. Moi, mon objectif, c'est qu'ils puissent récupérer des repas aussi, pour ceux qui ont des repas, ou éventuellement aider au mieux les personnes qu'ils aident. Et donc, c'est pour ça que j'aimerais à terme pouvoir ouvrir cette plateforme. Donc, c'est pour ça qu'on continue là-dessus. Mais on a aussi d'autres sujets qui sont, eux, pour le coup, beaucoup plus techniques. On a un équivalent de ChatGPT version Resto qui est en train de se développer. Et donc, bah, ça tourne sur le cloud du cœur. En fait, dans nos serveurs de compute, on a des cartes graphiques et on entraîne nos modèles. On a développé notamment, par exemple, un agent d'écoute en fait, pour les réunions de bureau et les assemblées générales pour pouvoir faire de l'aide rédaction, enfin, pouvoir faire du récapitulatif de ce qui s'est dit, en fait, un résumé de ce qui s'est dit tout au long de la réunion. Donc voilà, on a tout ce genre de choses qui arrivent et l'avantage, c'est que ça ne quitte jamais l'infrastructure des Restos du Cœur. Les données restent chez nous. Donc voilà. Oui. Alors, la question, c'est à cette échelle-là, est-ce qu'il y a une stack ou une techno qu'on commence à regretter? Oui, il y en a une qui me vient en tête. Elle est découpée en plein de microservices. Non, non, sans blague, la seule qui nous pose le plus de problèmes, mais en même temps qui répond le mieux à notre à notre besoin, c'est OpenStack. Et en même temps, c'est le moins drôle à gérer au quotidien. Mais effectivement, oui. Si un jour on arrivait enfin, si on arrivait à ne plus avoir besoin d'OpenStack, on serait super heureux. Mais bon, on est parti dans l'idée de fournir du IaaS pour pouvoir après développer aussi le PaaS qu'on est en train de pousser dessus. Donc, l'avantage, c'est qu'OpenStack expose notamment avec Magnum la KPI. Donc, avec des clusters cubes, on va être capable de faire scaler automatiquement les clusters, ce genre de choses. Donc, faire du vrai platform engineering par-dessus. Et donc, on n'est pas prêt d'en sortir tout de suite, même si ça apporte tout un lot d'inconvénients. Oui.
Côté sécurité, on a utilisé quoi comme techno? Bah alors, comme je l'ai montré, on a Wazoo pour la partie CM XDR. On a donc Teleport pour la partie Bastion, puisqu'on ne se connecte pas en SSH sur les machines. Après, on va avoir Rudder pour la partie patch management des machines qui ne sont pas immuables. Parce que les sont immuables, en fait, on les dégage, on les réinstalle, enfin, on les redéploie avec la dernière version. Donc celle-ci, on n'a pas trop de problème. Et côté firewall, c'est que de l'open source. Ça, c'est un choix aussi qu'on a fait, c'est de se dire, on veut vraiment pas du tout être dépendant d'une marque ou autre. On n'a pas pris des firewalls type Fortinet, on avait fait ça tout au démarrage. Mais en fait, c'est un lot d'inconvénients, c'est que le matériel va être très rapidement déprécié. Il y a besoin de licence, donc on s'est dit, on va partir sur des techno open source. Et donc, c'est de l'open source classique, du NFTable, enfin, tout à fait classique côté Linux. Donc voilà. Oui. Ouais. Alors, ça, je les ai plus en tête, mais ça dépend du langage de programmation. Par exemple, quand on fait du Go, bah, globalement, ça va être. J'ai plus le nom des outils en tête, parce que ça fait un moment que je l'ai pas, je m'en suis pas occupé. Puis les CI, en fait, on a des templates de CI. Donc en fait, on récupère en fonction de ce qu'on va faire le template, et donc c'est appliqué automatiquement. Mais voilà, c'est fait en fonction de enfin, c'est appliqué en fonction de la techno qu'on veut utiliser. Donc voilà. Je sais pas s'il nous reste. Non. Eh bien, merci beaucoup.